Bonjour à tous. La pratique du zen repose essentiellement sur la découverte et sur la réalisation au quotidien de ce qu'est la nature de l'esprit, c'est-à-dire la nature de Bouddha. La transmission de maître à disciple n'accorde donc peu d'importance au rite et à l'approche intellectuelle. Nous allons voir maintenant avec Roland Reich comment s'opère cette transmission dans la relation maître à disciple dans le zen. Roland Reich, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de la ZI, l'association Zen Internationale. Vous représentez donc ici le Zen Soto. Par ailleurs, vous êtes responsable d'un dojo à Nice et vous dirigez des séances de zazen un peu partout en France et à l'étranger. Vous enseignez donc à cette occasion. Alors vous avez été l'un des plus proches disciples de Maître Deshimaru. Vous avez été ordonné moine par lui. Vous êtes l'un de ses successeurs. Vous avez donc vécu intimement cette relation de maître à disciple. Comment la définiriez-vous? Eh bien, c'est une relation qui est difficile à définir, mais en tous les cas qui repose sur un sentiment de confiance dans ce qu'enseigne et ce que représente le maître. Lorsque l'on est disciple, on a besoin de sentir que la pratique dans laquelle on est engagé conduit bien à une réalisation, que ce n'est pas quelque chose de purement théorique ou de quelque chose d'abstrait ou qui pourra être réalisé on ne sait pas trop quand. On a besoin de voir quelqu'un qui incarne véritablement l'enseignement que l'on est en train de vivre, de pratiquer. Et donc le maître est celui qui inspire la confiance dans l'enseignement, à la fois qui transmet la pratique et inspire la confiance dans la réalisation de cette pratique. Alors sur quoi repose le lien qui unit le maître et le disciple, outre la confiance? Elle repose sur une pratique partagée en commun, c'est-à-dire que le maître n'est pas quelqu'un de lointain. Le maître pratique exactement la même chose que le disciple, il enseigne la pratique de zazen et nous pratiquons ensemble dans le dojo. Et à travers cette pratique ensemble, il y a un enseignement qui est transmis. Le maître donne des responsabilités à son disciple, petit à petit, à ses disciples, et à travers la manière dont les disciples accomplissent leurs tâches, le maître a l'occasion de voir et d'enseigner comment on pratiquait la concentration, comment agir avec plus de sagesse, comment agir avec plus de compassion, bref, comment incarner réellement dans la vie quotidienne à travers ce qui se passe dans un dojo et aussi à travers des travaux que nous faisons ensemble lors du dojo, comment actualiser donc l'essence de l'enseignement du zen dans la vie réelle. Alors comment définiriez-vous, si c'est possible, ce qu'est le maître? Eh bien le maître est essentiellement un guide, c'est-à-dire quelqu'un qui a lui-même reçu l'enseignement d'un maître, qui a eu l'occasion de pratiquer pendant très longtemps ce que par la suite il va transmettre, qui a été certifié par son propre maître, donc on ne s'improvise pas maître. Donc un maître doit avoir été enseigné et certifié par un vrai maître, et surtout il est là pour guider. Il ne peut rien faire à la place de son disciple, mais il est là pour montrer un chemin et montrer la manière de la pratique juste, de manière à éviter de se mettre dans des impasses et de finalement stagner dans une pratique dont le sens est une véritable libération de l'être, une vie plus en harmonie avec notre vérité profonde. Et bon, il y a des pièges sur cette voie, et le maître est là pour guider et éviter qu'on tombe dans ces pièges, ou si on y tombe, d'en sortir le plus vite possible. Alors, dans l'extrait que nous allons voir maintenant, extrait qui est une interview réalisée à la Gendronnière, Guy Soubigou a demandé à Michel Beauvais, qui dirige un dojo en Suisse, ce que représente le maître selon lui. Bon, un maître enseigne à travers tous les phénomènes de la vie quotidienne. Hein, le maître, c'est quelqu'un on dit de réaliser, mais en fait c'est quelqu'un qui est complètement dans la condition normale, qui a l'esprit clair, un homme éveillé. Éveillé, ça veut dire être dans la vie, complètement vivant. Le disciple, par contre, il a plein de choses dans la tête, des catégories, toutes sortes d'imagination, même à propos de la voix. Et puis il a profondément, il recherche quand même la vérité, cette clarté. Donc c'est ça qui l'amène vers un maître. Et là commence l'éducation, et on croit toujours que le maître il va donner quelque chose de fantastique, ce qu'on dit l'illumination, quelque chose d'extraordinaire. Mais en fait le maître il enlève peu à peu tout ce bagage que le disciple traîne avec lui, et l'amène comme ça à lui-même, à se libérer complètement de tout ce qu'on dit, de tout ce karma qui traîne. Tous les phénomènes lui servaient à
à éduquer les disciples. Par exemple, dans notre vie, quand on fait une action pas très bonne, on fait une faute, il y a la rétribution de cette faute qui arrive beaucoup plus tard, donc 1 an ou 2 ans après, et on ne fait jamais la relation entre la cause et l'effet. Et le maître, il ramène l'effet tout de suite. Comment aider quelqu'un, vraiment, profondément? C'est très difficile. Il faut de la compassion, de la sagesse, mais il faut aussi de l'énergie, de la force. Maître Deshimaru avait cette force, la sagesse et la compassion. Dans cet extrait, Michel Beauvais disait que le maître était toujours un être éveillé. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui, bien sûr, mais il faut comprendre qu'est-ce qu'on entend par éveil. La plupart des gens se font une grande illusion au sujet de l'éveil, prennent l'éveil pour une grande illumination, alors que, en tous les cas, dans la tradition du bouddhisme zen, l'éveil consiste à constamment avoir la capacité de nous éveiller au sujet de nos illusions, au sujet de nos attachements, au sujet de nos passions. Et donc d'avoir cette capacité en miroir de nous rendre compte très rapidement de nos erreurs, de nos illusions. Et on s'éveille toujours à partir d'une illusion. Donc le maître, contrairement aux saints, dans certaines religions, le maître n'est pas forcément quelqu'un qui est complètement parfait, mais qui montre comment il est capable, à travers sa grande lucidité, sa grande pratique de la méditation, sa grande vigilance, de rapidement déceler autour de lui, mais aussi en lui-même, des attachements, des illusions, et ainsi il nous permet et il nous invite à faire la même chose. Alors que si le maître était un personnage trop idéal, eh bien finalement il induirait chez les disciples un sentiment d'impuissance ou d'incapacité ou même de culpabilité. Je ne serai jamais capable, je ne serai jamais à ce niveau. Alors que ce que montre le maître est quelque chose de très simple. Il montre comment éclairer notre vie à partir de la lucidité acquise en zazen. Donc apprendre à se connaître soi-même et à ne pas suivre notre petit ego limité, à ne pas se laisser piéger par notre ego. Donc c'est avant tout un être humain qui montre le chemin à un autre être humain. Oui, c'est un être humain, mais il a les deux facettes. Il a la facette de l'être humain, totalement incarné, et puis en même temps, il incarne aussi cette capacité d'éclairer notre dimension humaine ordinaire à partir de la pratique de la méditation qui nous fait voir d'une part nos ombres et nos illusions, nos attachements, mais qui aussi nous montre une autre dimension de notre vie, qui est cette nature de Bouddha, cette nature qui nous fait être en unité avec tous les êtres de l'univers, donc dans une dimension beaucoup moins égotique et beaucoup plus dans la solidarité, dans la compassion, dans l'attention à l'autre. Et lui, il actualise cela. Mais il l'actualise d'une manière très humaine, c'est-à-dire qu'il a aussi ses faiblesses, il nous montre comment on peut repérer vite la faiblesse, comment on peut corriger ses erreurs. Alors, être un disciple constitue un véritable engagement sur la voie. Quelles sont les qualités requises pour être un disciple? Je crois que pour être véritablement disciple, d'abord il faut avoir une foi profonde dans le maître, il faut à la fois être capable de discernement, c'est-à-dire de ne pas accepter un enseignement sans avoir discerné à quoi ça correspond pour soi dans sa propre expérience. Donc il faut être capable aussi de questionner le maître. Mais en même temps, il faut avoir une foi profonde, c'est-à-dire aussi oser expérimenter ce que le maître propose et ne pas être trop dans une attitude défensive, méfiante, auquel cas on ne peut pas s'engager véritablement dans la pratique de la voie. Alors, la transmission d'un maître à son disciple peut se faire à différents plans. Écoutons ce que dit Michel Beauvais à ce sujet. Je travaillais pour Maître Deshimaru. Il me chargeait de plus en plus de travail. Un de mes grands problèmes, c'était je n'arrivais pas à dire non, souvent. Alors, de plus en plus, un jour, je suis allé le voir, j'ai dit, écoutez, mais ça devient très difficile de faire autant de choses. Alors, il me dit, oh, mais combien d'heures vous dormez par nuit? Alors je lui dis, je sais pas, bon, 6 heures. Il me dit, oh, 6 heures, 3 heures, ça suffit. Moi, quand j'étais jeune, je dormais que 3 heures. Alors maintenant, vous avez gagné 3 heures, et vous pouvez faire encore pour 3 heures de travail en plus. Bon, alors, je n'avais pas solutionné mon problème. Un autre jour, il m'a dit, il faut sortir de cette situation, mais sans sortir par la porte, ni par la fenêtre. Alors c'est ce qu'on appelle dans le zen un koan.
une énigme à résoudre. Alors, ni par la fenêtre, ni par la porte. Alors, ça pouvait être qu'en moi-même. Alors, un jour, je lui ai écrit une lettre lorsqu'il était au Japon en voyage. Je dis, bon, à partir d'aujourd'hui, je dis non. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait ce que vous m'avez dit, mais là, stop. Et alors, quand il est revenu du Japon, on a eu un téléphone, il m'avait donné rendez-vous le lendemain à 3 heures. Alors, je savais de quoi il était capable, c'était un homme très fort. Et je me suis dit, oulala, je vais me faire engueuler, ou je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je me suis dit, quoi qu'il arrive, c'est non. Et même si je dois mourir, c'est non. Je suis allé dans sa chambre, et là, il était assis avec un sourire énorme. Il m'a dit, assieds-toi. Il m'a dit, ça fait 2 ans que j'attends ce jour. Et à partir de maintenant, tu es libre. Alors là, j'étais très, très étonné. Tout d'un coup, tout a lâché. C'était ça, l'éducation que le maître me donnait. Est-ce que la transmission se fait toujours de manière silencieuse? Parce que pour les Occidentaux, ça peut paraître un peu difficile à comprendre, ce type de transmission. Non, il y a beaucoup de choses qui sont transmises. D'ailleurs, la transmission, ça se fait au cours du temps. Il y a d'abord, premièrement, la transmission concrète de l'enseignement et de la pratique. Et pour ça, le maître utilise le langage. Il explique, il enseigne, il commente les sutras, il illustre les sutras, c'est-à-dire l'enseignement de Bouddha à travers les exemples concrets de la vie quotidienne, qui est vécu dans la relation de maître à disciple, donc il y a un enseignement oral. Le maître transmet aussi l'ordination, il transmet le kessa, il transmet ce symbole de l'ordination, qui est le vêtement de Bouddha. Il transmet également les préceptes de Bouddha. Et puis, il y a cette transmission au-delà des mots, cette transmission qu'on appelle Ishin Danshin, de mon âme à ton âme, de mon cœur à ton cœur. Et cette transmission Ishin Danshin se fait d'abord dans la pratique en commun dans le dojo, dans le silence, dans le fait que nous communions dans le même esprit en zazen. Et puis alors aussi, à d'autres moments, simplement dans un regard, dans quelque chose d'une intuition partagée. Et par exemple, dans le cas du Bouddha, c'est très célèbre, la transmission du zen a commencé avec ça. À un moment donné, le Bouddha a cessé de parler, a pris une fleur entre ses doigts et l'a simplement fait tourner comme ça, en souriant. Et tout le monde était un peu médusé dans l'assistance, et un disciple qui s'appelait Mahakashyapa a souri. Et à ce moment-là, le Bouddha a dit, je possède le trésor du véritable dharma, donc la vérité, de l'enseignement, et ce trésor, maintenant, il est transmis à Mahakashyapa. Il l'a dit après, mais dans l'instant de la transmission, c'était simplement la communion d'esprit à esprit, le maître et le disciple dans la même perception de la réalité, de la fleur, telle qu'elle était. Roland, merci. Moine Zen de Roland Reich nous a aidé à préparer cette émission. C'est un livre publié chez Albin Michel. Et si vous souhaitez connaître l'histoire des grands patriarches zen à travers les siècles, nous vous proposons de lire ce livre de Jacques Brosse qui s'appelle tout simplement Les Maîtres Zen. Il est publié par Bayard. Nous vous signalons également la sortie d'un tout nouveau magazine sur le bouddhisme, Samsara. Samsara est disponible en kiosque et en librairie. Si vous êtes intéressé par des revues sur le bouddhisme, vous pouvez également vous procurer celle de l'AZI, l'Association Zen Internationale. Si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse qui va s'afficher maintenant sur votre écran, UBF, boîte postale 240 étoiles, 75 770 Paris, CEDEX 16. Par ailleurs, le Minitel vous donnera de nombreux renseignements complémentaires sur le bouddhisme en France. Il vous suffit de composer le 3615 code France 2. C'est la fin de notre émission. Nous vous souhaitons une très belle journée à tous et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à la même heure.